Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de cette guerre. Cette guerre qu'il y a constamment, et c'est consternant d'ailleurs, on va faire simple, entre les investisseurs, on va dire à moyen et long terme, mais plus des investisseurs dans la valeur, donc qui sont plus orientés justement sur les fondamentaux, et les traders qui sont plus dans la perspective d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin déjà dans les cours et qui sont donc plutôt court terme. Mais première chose à dire, donc, c'est toujours cette guerre qu'il y a et cette dualité qu'il y a entre les deux, c'est de dire en gros, c'est toujours la même chose. Les investisseurs fondamentaux vont toujours dire que ceux qui regardent les graphiques, c'est un petit peu comme regarder dans une boule de cristal. C'est en gros essayer de deviner les choses et qu'en gros ça vaut rien tout simplement. Mais après, la question qu'il faut se poser, c'est si ça valait réellement rien, est-ce qu'il y aurait autant de personnes qui l'utiliseraient? Le deuxième argument, souvent, c'est de dire oui, mais ok, on regardait donc les plus grandes fortunes du monde, il y a beaucoup d'investisseurs, mais il n'y a pas de traders. Et là aussi, c'est avoir un prisme, c'est le prisme notamment de se dire ok, tous ces investisseurs, on peut les prendre un par un, et on peut se rendre compte que leur fortune provient essentiellement de leur business. Et surtout qu'il a fallu attirer de l'argent, attirer des capitaux pour pouvoir derrière avoir des performances, récupérer des frais, etc. Et donc arriver justement à construire une société. Les traders, à contrario, ils font peut-être pas partie en effet des plus grosses fortunes du monde, mais parce que essentiellement, ils ont commencé et ils continuent aujourd'hui d'investir leurs capitaux propres. Les plus grands traders que l'on connaît et il y a quand même suffisamment de livres, il y a quand même suffisamment d'historiques et de preuves qui prouvent que justement ils sont arrivés à démultiplier leur capital bien au-delà de ce que certains investisseurs ont pu faire. Mais voilà, ils ne font pas partie des plus grosses fortunes du monde puisque bien entendu, ils sont à une plus petite échelle et pour la plupart d'entre eux, ils ont géré leurs propres capitaux. Il y en a d'autres évidemment qui ont géré de plus gros capitaux, mais c'est toujours la même chose, c'est en fonction également des capitaux que l'on gère. Et derrière, on rentre, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, dans un petit peu la galère du gros portefeuille, du gérant quelque part, c'est qu'au fur et à mesure où vous grossissez, au fur et à mesure où vous êtes plus gros, et ben, votre performance ne peut faire que baisser, ne peut faire que finalement s'aligner à la performance du marché, parce que tout simplement, vous n'avez pas suffisamment de contrepartie pour continuer à implémenter votre stratégie. Et c'est ce qui explique également que vous avez beaucoup de traders qui ne cherchent pas à gérer les fonds d'autrui justement parce qu'ils savent très bien gérer leur stratégie et appliquer leur stratégie avec les fonds qu'ils ont actuellement et qui sont leurs fonds propres. Donc ça aussi, voilà, c'est toujours les arguments, c'est toujours assez intéressant de voir ça. L'idée générale, en gros, et on voit la même chose actuellement avec le gros rebond, donc c'est plutôt des traders qui vont se moquer des investisseurs en disant bah, regardez les investisseurs, ça fait 2-3 mois que moi mon compte il a quasiment doublé ou triplé, et un investisseur est hors du marché, et s'est mis hors du marché. En ce moment, tout le monde parle de Warren Buffett, tout le monde parle de Warren Buffett, alors c'est génial quand même, parce qu'il n'y a pas un mois, on parlait de Warren Buffett en disant ben, regardez Warren Buffett, il est liquide, il n'est pas sur le marché, ça veut dire que ça va s'écrouler, ça veut dire que c'est la fin, ça veut dire que c'est pas fini, etc. Et aujourd'hui, on dit, bah, regardez Warren Buffett, il est en dehors du marché, il est complètement à la plaque. Vous voyez quand même à chaque fois le prisme et la facilité qu'on a de pouvoir critiquer quelqu'un même qui a eu des performances pendant 30, 40 ans, 50 ans bien supérieures au S&P et qui en effet va passer à un moment donné sur quelques mois ou sur une année à côté de la plaque. Mais encore une fois, est-ce qu'il est réellement à côté de la plaque? Non, il ne l'est pas. Parce que ce qu'il faut bien remarquer, c'est toujours la même chose. Les gens vont toujours juger très rapidement. Et c'est-à-dire, si vous n'êtes pas bon sur un trade, si vous n'êtes pas bon sur une année de performance, que vous sous-performez pendant une année, etc., ça y est, c'est fini. On vous range dans le placard, vous êtes fini. Et on ne peut pas commenter, on ne peut pas juger une performance sur quelques trades, on ne peut pas juger une performance d'un investisseur sur quelques semaines, quelques mois, c'est pas possible ça. Et c'est le plus grand travers également des investisseurs, même ceux qui uniquement n'investissent pas leur propre argent eux-mêmes, mais vont l'investir dans des fonds de gestion notamment, donc c'est des gérants, et très rapidement, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils regardent les performances année après année, et quand ils voient qu'il y a un fonds qui surperforme un autre fonds sur une année, et ben, ils ferment
sur un fonds et ils vont chercher sur l'autre. Et ça aussi, c'est la même chose que certains traders qui sont impatients font, c'est-à-dire que quand leur action ne bouge pas suffisamment par rapport à une autre action qui bouge, eh ben, ils vont clore une position pour en ouvrir une nouvelle. Et ça, il n'y a rien de pire pour démultiplier les frais et puis surtout pour devenir vraiment court terme et se biaiser. Donc, il n'y a pas de dualité entre les investisseurs, on va dire ceux qui recherchent les fondamentaux, qui étudient les fondamentaux, et les traders. Pour moi, je pars du principe qu'il faut assembler les deux. Les fondamentaux vont vous dire quoi faire, mais c'est bien l'analyse technique qui va vous dire quand le faire. Il y a cette grosse problématique de croire que l'analyse technique doit être comme une boule de cristal et doit prévoir les cours. C'est une erreur. Tous ceux qui utilisent l'analyse technique pour prévoir les cours, justement, pour se dire eh ben, ça va aller là, ça va aller à tel niveau, etc., ils se plantent, ils se planteront. Alors ils vont peut-être passer 2-3 mois fabuleux, mais à long terme, ils se planteront. L'analyse technique et les fondamentaux qui critiquent l'analyse technique, ils la critiquent justement parce qu'ils ne la comprennent pas et parce qu'ils la comprennent comme justement un art divinatoire. Ce n'est pas ça. L'analyse technique vous donne des repères. L'analyse technique est souvent des repères de prix graphiques, psychologiques, de la psychologie des foules qu'une analyse fondamentale ne vous donnera pas. L'analyse fondamentale va vous donner des repères de valorisation, mais la psychologie des foules peut faire qu'un dossier qui n'est pas cher peut devenir encore moins cher. Et donc l'analyse technique, c'est un outil d'analyse de risque, de gestion du risque. C'est ça qui est important et c'est ça qui manque à beaucoup d'investisseurs dans la valeur, c'est qu'il leur manque la gestion du risque. Et très souvent, ce que je dis, très bien, la boîte elle a beau être la plus belle boîte du monde, avec les plus belles perspectives du monde, la valorisation la plus basse du monde, si tout le monde s'en fout, si personne ne s'y intéresse, la valeur n'augmentera jamais. Il faut bien vous dire qu'à un moment donné, pour que vos valeurs montent, il faut qu'il y ait une relation d'offre et demande. C'est la même chose qu'on ne comprend pas actuellement, c'est de dire, tiens, il y a un écart énorme entre les fondamentaux et les prix qui sont donnés par les marchés. Il faut comprendre la relation offre et demande. Si vous avez une demande énorme, même sur quelque chose qui est survalorisé, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il continuera d'être encore plus survalorisé. Si vous avez zéro demande, même sur un dossier qui est sous-valorisé, qui est la pépite du siècle, il y a zéro demande dessus. Déjà, il faut vous poser des questions si personne ne pense qu'en vous, si personne ne pense que c'est la pépite. Ben, vous avez beau penser que c'est la prochaine pépite, vous allez bloquer votre capital pendant un certain temps dessus et potentiellement, ça ne sera jamais reconnu par le marché également. Donc l'analyse technique également est un outil supplémentaire que vous devez mettre au-delà de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale vous permet de savoir quoi faire, l'analyse technique vous permet de savoir quand le faire. Et ce n'est pas de l'art divinatoire, c'est de la gestion du risque. Quand vous regardez, que ce soit les investisseurs qui fassent partie des plus riches investisseurs, ce que vous voulez, qu'ils puissent vous servir de preuve ou pas pour dire qu'une technique est meilleure que l'autre, je pense que c'est un débat complètement stérile, et que vous regardez les meilleurs traders, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun qu'ils savent tenir leur position. Comment on gagne en bourse? Comment on devient, je ne vais pas dire riche en bourse, mais comment justement on fait en sorte de bien gagner en bourse? Eh bien, c'est quand on a cette capacité, quand on a raison, de tenir ses positions et quand on a tort, de les solder. L'analyse technique, justement, vous permet de gérer le risque. Donc, ça vous évite, quand vous avez tort, de tenir une position comme potentiellement un fondamentaliste pourrait le faire jusqu'à ce que le marché veuille bien retourner la tendance, etc. Et ça, pendant ce temps-là, c'est du capital qui est bloqué, bien entendu. Mais donc, du coup, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas juger hâtivement les choses. On ne peut pas juger Warren Buffett sur des erreurs de court terme, parce que potentiellement Warren Buffett dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera bien lui qui rigolera, parce que les prix potentiellement auront rebaissé à des niveaux de prix qui lui permettront de négocier, parce qu'il faut bien savoir aussi Warren Buffett comment il fait ses deals. Il n'achète pas nécessairement toutes ses actions sur le marché, non, il va aller négocier des actions préférentielles. Et comme j'avais fait une vidéo il y a 1 mois et on s'était dit, la Fed a pris par surprise Warren Buffett et tout un tas d'investisseurs qui n'ont pas pu, parce qu'ils sont gros, qui n'ont pas pu aller voir les boîtes et négocier des actions préférentielles, parce que c'est comme ça justement que l'on gagne encore plus et que l'on va battre le marché. Derrière, c'est cette capacité d'être très gros et donc de pouvoir négocier avec les boîtes. Et donc ça, forcément, la Fed, comme elle a réagi très rapidement, bien plus rapidement qu'en 2008,
eh ben, ça n'a pas laissé le temps à Warren Buffett et consorts de pouvoir négocier tous ces titres préférentiels. Et donc il y a le rebond. Mais pour autant, il ne faut pas aujourd'hui rigoler de Warren Buffett. Il faut bien comprendre aujourd'hui que vous avez c'est comme les poupées russes, vous avez différents cycles de marché. Vous avez des cycles de marché qui peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui peuvent être des cycles de marché qui sont essentiellement pour des traders. Et donc qui vont aller chercher des rattrapages, des rebonds, et potentiellement, là on le voit, comme c'est des rattrapages qui sont très forts, eh ben, en effet on a les performances qui peuvent exploser assez rapidement. Mais pour autant, c'est pas parce que le trader à court terme a raison actuellement de jouer les rebonds que l'investisseur de long terme a tort de rester en dehors du marché. Il faut bien comprendre les différents horizons de placement et il faut bien comprendre les différents objectifs de portefeuille également. Et ça, c'est crucial pour comprendre et pour éviter de juger comme ça les performances de chacun hâtivement. Un trader aujourd'hui ne peut pas se permettre de juger les performances d'un investisseur. L'investisseur, il est là à long terme et lui, il est en train de réfléchir dans des perspectives de 2 ans à 3 ans, à se dire aujourd'hui, quel est en termes de valorisation, aujourd'hui je price déjà la recovery, je price déjà le meilleur des mondes possibles et les cash flows et les profits que l'on atteindra dans 2 ou 3 ans. Donc je n'ai pas d'intérêt aujourd'hui à investir mon argent puisque au mieux, même si le meilleur des mondes possibles se réalise, les prix sont déjà à ce type de niveau de prix-là. Par contre, l'acheteur, lui, le trader, lui, ben, il continue de jouer le momentum, il continue de suivre la tendance. Et donc, il achète des valeurs qui cassent leur plus haut, qui cassent justement des grosses tendances et qui mettent en place des exponentielles haussières. Le trader, lui, il profite de quoi? Il profite de la psychologie des foules, il profite de ceux qui ont peur de louper le train et il profite tout simplement du déficit offre et demande. Donc, aujourd'hui, la demande est bien supérieure à l'offre. Et vous avez beau penser tout ce que vous pensez de l'économie, à court terme, si les gens sont câblés en train de se dire il y a de l'argent à faire et éventuellement ça va mieux, etc. Bref, peu importe les arguments, c'est pas grave, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et ça suffit à faire monter les cours. Jusqu'au jour où il y aura plus de vendeurs que d'acheteurs, des gens qui vont en prendre leur profit, des gens qui auront peur de reperdre leurs gains, et des gens qui trouveront en effet que là, le marché est arrivé à un stade qui est trop haut, et même avec leur euphorie, etc., ne réussiront pas à acheter à des prix trop élevés, et c'est ça qui déclenchera un retournement du marché, puisque vous aurez un déficit d'acheteurs, de nouveaux acheteurs, pour justement absorber les personnes qui veulent vendre. Et ce n'est que ça, ce n'est qu'une relation d'offre et demande. Donc, pour moi, c'est important vraiment parce qu'on voit de tout en ce moment. Donc là, en ce moment, c'est un petit peu la revanche des traders qui se moquent un petit peu des investisseurs. Mais voilà, et dans le sens également des investisseurs qui se moquent des traders en analyse technique, analyse graphique, également, c'est la même chose. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'argument de dire les gestionnaires de fonds n'utilisent pas ça, les riches investisseurs n'utilisent pas ça. C'est faux quand même, parce qu'il faut savoir que vous avez des départements, et aujourd'hui, une partie de la décision également est fondamentale, bien entendu, mais vous avez de plus en plus chez les gestionnaires de fonds une partie d'analyse graphique et des spécialistes d'analyse graphique, d'analyse technique, justement, qui vont donner leur avis aux gestionnaires pour qu'ils prennent sa décision vis-à-vis de tout un tas d'éléments. Donc ça, voilà, une fois qu'on a passé ça, je pense que c'est important de plutôt se réserver. Quels sont les éléments majeurs et qui sont en commun entre les traders qui ont démultiplié leurs comptes et qui ne sont pas forcément dans la liste des plus grosses richesses, et les investisseurs si on enlève leur partie business. C'est ça qui est surtout très important, et qu'on regarde derrière en performance pure ce qu'ils sont capables de faire. C'est de savoir tenir les positions, comme on l'a dit. Et en fait, quand on regarde, quand les fondamentaux sont bons, quand les fondamentaux sont vraiment bons, quand les perspectives sont vraiment bonnes, quand le marché est dans un bon état d'esprit, quand il y a vraiment plus d'acheteurs que de vendeurs, la tendance est haussière. Graphiquement parlant, la tendance est haussière. Graphiquement parlant, on a plus de volume. Donc, quelque part, il faut bien comprendre que lire un graphique, ce n'est autre que lire la somme des avis de tous les investisseurs, qu'ils soient fondamentalistes, qu'ils soient que purement techniques, qu'ils soient court terme, qu'ils soient long terme. Dans un graphique, on a l'avis du marché, on a la psychologie du marché à l'instant T. Et on a toute l'information au niveau du prix. Et donc on a aussi l'information de dire potentiellement oui, cette valeur fondamentalement parlant là, elle est très intéressante, elle est sous-valorisée, tout ce que vous voulez, mais graphiquement parlant, je n'ai rien qui m'indique aujourd'hui que les acheteurs veulent justement se jeter dessus, etc. Et donc on a besoin de tout le monde.
On a besoin justement que tout le monde voit la même chose. En bourse, il n'y a pas de place pour l'ego. Chacun a un ego, bien entendu, mais qu'on soit investisseur ou trader, quand on voit des personnes justement traiter, quand on voit des fondamentalistes traiter les analyses techniques de bons à rien, de visionnaires, etc., dans le sens négatif du terme, et de boules de cristal, c'est que de l'ego. Quand on voit des analystes techniques se moquer des investisseurs dans la valeur, justement, par rapport à leur performance court terme, c'est que de l'ego. Il faut enlever tout ça. Et si vous voulez réellement gagner en bourse, il faut ça démontre quoi? Ça démontre l'erreur numéro 1, qu'on soit un investisseur ou un trader, c'est l'ego de vouloir avoir raison contre le marché. Et donc, peu importe, c'est-à-dire de penser qu'on est plus intelligent que le marché, qu'on en sait plus que le marché, et que le marché se trompe. Et qu'on soit trader, un analyse graphique ou qu'on fasse de l'analyse fondamentale, ça, c'est le plus gros péché dans les deux cas. Et donc, du coup, on surdimensionne les positions, et ça, c'est ce qui nous fait réellement mal. Et là, on est tous égaux là-dessus. Et de la même manière, on est tous égaux également quand on gagne, que ce soit sur la base d'une bonne analyse fondamentale, eh ben, si tout le monde a cette vue d'analyse fondamentale-là, eh ben, graphiquement parlant, on va voir les signaux d'achat, on va voir les volumes arriver, on va voir les gens s'y intéresser. Si on commence à casser des plus hauts, on va voir des exponentiels se mettre en place. C'est là, justement, où le cours gagne beaucoup de pourcentage très rapidement. Ce qui peut arriver également à une survalorisation. Mais il faut bien se dire également qu'une valeur peut rester sous-valorisée bien plus longtemps que nous, on peut rester solvable, et une valeur peut rester survalorisée également, donc en mode euphorie, bien plus longtemps que ce que l'on croit. Donc c'est là aussi tout l'intérêt de savoir tenir ses positions. Et ça également, quand on regarde les meilleurs investisseurs, quand on regarde les meilleurs traders, eh ben c'est la règle numéro 1. Ceux qui gagnent réellement en bourse, ce n'est pas une question d'avoir plus souvent raison que tort, ou de vouloir avoir un ego, d'avoir tout le temps raison, et ça c'est le péché comme on a dit, c'est quand on a raison, on gagne gros, et quand on a tort, on perd petit. C'est pour ça qu'il faut utiliser les deux. Le fondamental pour savoir quoi faire, le technique pour savoir quand le faire. Et l'analyse technique, ce n'est pas l'histoire de dire « je devine ce que sera le futur par rapport au cours passé ». Non, je fais de la gestion du risque. J'ai mes repères à mes niveaux de prix. Je fais en sorte de tailler mes positions en fonction de la volatilité du titre, en fonction de la contrepartie en termes de volume, etc. Et derrière, au fur et à mesure où je vais avoir raison, eh ben, je vais surdimensionner ma position, je vais augmenter ma position et je vais surtout m'asseoir sur mes deux mains le plus possible. Évidemment, c'est l'idéal que je suis en train de vous décrire là. Derrière, il y a toute une gestion des émotions qu'il faut mettre en place. Mais réellement, ce que l'on voit, ce qui fait la différence et ce qui crée les grands gagnants, qu'ils soient investisseurs dans la valeur ou qu'ils soient traders en analyse graphique, en utilisant l'outil analyse graphique, analyse technique, c'est qu'ils savent tenir les positions et les laisser vivre donc en suivi de tendance. Et ça, je veux dire, vous avez beau être dans un camp ou dans l'autre, pour moi c'est complètement stérile. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que l'essentiel, en fait, il est là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, mettre un pouce en l'air également et en commentaire me dire ce que vous en pensez. Hein. Que vous soyez vous-même plus analyste fondamentale ou analyse technique, je pense que voilà, il faut savoir marier les deux mondes et on a besoin des deux. Si on veut réellement gagner, en fait, on a besoin des deux et on a besoin surtout de ne jamais être seul à penser quelque chose. On a besoin des autres, on a besoin en fait que le marché voit la même chose que nous si on veut gagner, puisque c'est bien entendu quand il y aura plus de personnes, de plus en plus de personnes qui voient la même chose, que le cours va réellement monter, puisqu'il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs. Et à la fin de la journée, vous pouvez vous battre sur tout ce que vous voulez, justement sur les notions de savoir c'est sous-valorisé, c'est survalorisé. Le plus important, c'est la relation offre-demande. Il n'y a que ça d'important. Excellente journée à vous les graphes et j'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires.